En France, la devise de la gendarmerie, et je pense que c'est la même chose pour toutes les autres gendarmeries, c'est pour l'honneur, la patrie, le droit. Pour l'honneur, la patrie et le droit. Et généralement, les gendarmes sont considérés comme les intellectuels de l'armée. Je ne dis pas que les autres officiers, les autres corps ne sont pas des intellectuels. Mais les gendarmes, a priori, quand on les voit, on dit que c'est les intellectuels de l'armée. Parce qu'il faut avoir un niveau requis acceptable pour être gendarme. Mais il se fait que nos gendarmes, certains parmi eux, sinon la plupart, n'ont aucun honneur. Ils n'ont aucune dignité. Et ils ne savent pas ce que c'est que la patrie. Ils ne savent pas ce que c'est que le droit. Tant qu'ils peuvent tuer, torturer, assassiner pour Faure Gnassingbé, ils sont prêts à le faire. Je ne sais pas combien on leur donne pour faire le sale boulot. Mais maintenant, le monde a changé. On est plus que désormais décidé à vous exposer. Pour que vous soyez des gens qui ne passent plus inaperçus dans la société. Et cet officier Mbalé, du SCRIC, est coutumier du fait sur les questions de torture. C'est un gars qui est de la classe 2007, selon ce qui a été rapporté, qui a intégré le SCRIC, qui est parti après faire son cours d'officier, et qui est de couleur rouge, c'est pas, c'est Jean Albinos, qui prend plaisir à faire du mal dans notre pays. Nous allons ajouter son nom à la liste que les avocats vont transmettre à tous les consulats, pour que lui, plus jamais, aucun consulat ne lui donne un visa. Si jamais il y a une nécessité demain qu'il sorte du Togo. Il y a de cela 2 ans, un officier supérieur de la gendarmerie connu au Togo, très craint au Togo, qui travaillait d'ailleurs avec les puissances, parce qu'il était à un poste stratégique. Donc, vous, qui êtes des officiers très jeunes, Faure qui est tranquillement dans son palais, qui s'enjaille, qui est au champagne, au caviar, qui est avec ses femmes, vous tuez pour lui, vous torturez pour lui. Vous ne torturez pas pour la République, vous ne tuez pas pour protéger la République, vous torturez pour le bonheur d'un individu. Faure, lui, s'en ira, hein? Mais vous, vous allez payer. Donc, ce commandant, à l'époque, il y a 2 ans, je sais pas, il était capitaine. Il fait partie, je vais vous faire, c'est pour ça que ce live est intéressant. Pendant longtemps, je n'ai pas tout dit de ce qui m'est arrivé au Togo. Il y a des séquences que je n'ai pas partagées avec vous. C'est pour ça que quand j'écoute les gens qui racontent des bêtises, j'en ris seulement. Et aujourd'hui, je vais vous livrer un petit pan aussi de cette affaire-là. Alors, tout le monde sait que c'était le 4 ou le 5, je n'ai plus vraiment les dates en tête. Je me rendais au Bénin quand j'ai été arrêté à la frontière. Mais je ne vous ai jamais dit que toute cette journée, avant que je me rende à la frontière, je faisais des courses avec un collègue, un confrère journaliste. Et c'est lui qui conduisait la voiture. Et toute la journée, on était suivis par les éléments en partie de ce monsieur Mbalé et du SCRIC. Et donc nous, on les avait repérés. Partout où on passait, ils nous suivaient. Ils étaient 3 motos, un premier éclaireur, 2 derrière. Et donc, on devait voir un ami à Kogan. Et ils nous ont poursuivis jusqu'à Kogan. Et donc, là où on devait voir l'ami, c'était dans des endroits un peu bizarres là, les voies n'étaient pas bien tracées. Et donc, le gars était juste derrière nous avec sa moto, pour ne pas nous perdre de vue, donc il était plus ou moins proche. Nous sommes rentrés dans un corner et on a garé immédiatement. Quand nous avons garé immédiatement, il est rentré dans le corner, il a failli cogner notre voiture, et puis il a dévié, et il est rentré dans un coin. Et nous sommes sortis de la voiture, et on a marché vers lui. Vous savez, moi je suis un karatéka, hein, donc je sais me défendre. On a avancé vers lui. Et quand on avançait vers lui, il a pris peur, il a
démarré sa moto et on a bloqué la moto. Et on lui a posé la question, monsieur, vous cherchez quoi? Pourquoi vous me suivez? Depuis, on vous regarde. Il dit non, il tenait un sachet, comme toujours pour faire la diversion. Il tenait un sachet, il dit non, que lui ne nous suivait pas, que lui, il devait livrer un courrier à quelqu'un. C'est son GPS, GPS localisation qui le je sais pas comment on appelle ça, qui le trompait. Et on lui a dit, montre-nous la localisation, on va t'indiquer. Et il a refusé. Et on a bloqué la moto. On a failli se bagarrer là-bas. Et donc, on l'a pris. Et on lui a dit, on sait que vous nous suivez. Maintenant, faites ce que vous voulez. Donc, on est allé voir l'ami. Et on a dit à l'ami, puisque la maison de l'ami était à côté. Et on a dit à l'ami que, voilà ce qui s'est passé. Et cet ami nous a dit, écoute, comme c'est le cas, vous êtes suivi, il faut que vous retournez en ville et que le confrère, lui, il ne te dépose plus à Ila-Kondi, tu trouves un transport en commun pour rentrer à Ila-Kondi. C'est comme ça qu'on est retourné en ville et puis après, moi j'ai pris un transport en commun. Comme ils étaient nombreux, ils ont fini par m'arrêter à la frontière. Suivez très bien la chronologie de ce que je suis en train de dire. Quand ils m'ont ramené à Lomé, jusqu'au Skrik la nuit là, avec 2 militaires derrière la voiture, les armes pointées et tout ça. Et qu'à la fin, ils ont décidé de me laisser le temps. Ils m'ont dit de retourner à la maison, après ils vont venir me rechercher. Le confrère qui n'est pas très loin de mon domicile, je l'ai appelé pour dire que je retourne à la maison. De passer me voir. Quand j'arrive à la maison, j'ai vu que tout le quartier était encerclé. Dans la zone là, il y avait 2, ils étaient sur les motos. Donc, le confrère, je vais vous donner son nom tout à l'heure, en revenant chez moi, puisqu'on avait photographié l'immatriculation de la moto du gars qui nous a suivis à Kogan. Donc, en revenant chez moi, le soir là, la nuit là, il retrouve le gars de la moto à côté de ma maison. Il dit, mais attends, mais c'est ce gars. Et comme il est con, depuis qu'on l'a découvert, il n'est même pas parti changer d'habit et tout ça. Il retrouve la moto. Il dit, mais c'est le gars. Et il avance vers lui et il lui pose la question. Mais c'est ton GPS qui t'avait amené à Kogan là, qui te ramène ici à Sakbato. Le gars dit non, qu'est-ce qu'il est en train de lui raconter? Mais c'est pas toi qu'on a vu à Kogan là et on a eu des problèmes avec toi tout à l'heure. Il dit non, que c'est pas lui, tout ça là. Et il lui donne le numéro de la moto. Et le gars il était confus. Donc, il vient chez moi et me dit, écoute, ils sont pleins dans le quartier. Je dis, mais écoute, on va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Donc, à ce confrère-là, je lui remets un certain nombre de documents, la nuit là, à mettre à l'abri. Notamment mon passeport, parce que c'était le plus important. Ça, c'était le samedi. Donc, le dimanche, le dimanche, le 5, ou c'est plus quoi, ouais, mars, ou c'est pas quoi. Quand j'ai eu l'alerte qu'on devait venir m'arrêter de nouveau à la maison, que je disparais, dans l'après-midi, ce confrère-là est venu prendre ma voiture pour faire des courses. Puisque sa voiture est tombée en panne. Donc, il est venu chercher ma voiture pour faire les courses. Ils l'ont suivi de partout, parce qu'il pensait que j'étais caché dans la voiture. Ils le suivaient de partout. Jusqu'à ce qu'ils reviennent à la maison garer la voiture. Donc, quand il est revenu garer la voiture, le soir, il allait à l'église. Il allait dans un centre pour prier avec une moto. Et à peine il arrive devant l'église, il gare la moto, il y a des gens qui sortent d'un véhicule et puis ils le prennent. C'était le début de la nuit. Il arrête. De façon musclée, on le prend sur la moto. Et on le jette dans un véhicule. Et on lui met une cagoule. Et on lui met les menottes. On lui met une cagoule. C'était vers la frontière Onyomé. Ils lui mettent une cagoule et ils lui mettent les menottes. Et il l'amène à un lieu. Il ne sait pas où on l'amène. Et donc, on le fait promener en ville.
on le promène pendant longtemps et on l'amène à un lieu. Quand il arrive, on lui enlève la cagoule. Et bien, quand ils devaient l'arrêter au niveau de l'église, on pointait une arme. Quand on l'a mis dans la voiture, on pointait une arme sur lui, un pistolet. Que tu ne fais pas de bruit. Et lui-même va vous raconter les détails un jour. Et on le met une cagoule, on lui met les menottes, on le fait promener et puis après, il se retrouve au SCRIC. Arrivé au SCRIC, on lui enlève la cagoule. Et il se retrouve en face de deux individus qui lui posent la question, où est Ferdinand? Tout tas de questions, on a pris son téléphone, et tout. Ils l'ont passé à un interrogatoire, et tout ça. Musclé, avec des méthodes de torture. Moi, comme j'avais disparu, je n'étais plus joignable, je ne savais pas que des choses comme ça se passaient. Je ne savais pas. Puisque moi, j'étais déjà dans la nature, donc je n'étais plus joignable. Donc, ils l'ont soumis à une séance de torture et de maltraitance. Et au bout de cette longue séance de torture et de maltraitance, comme ils avaient son téléphone, comme ils savaient que toute la journée, c'est lui et moi qui avons fait des courses, ils se sont dit, comme j'ai disparu, je vais certainement le rappeler. Si jamais je le rappelais, ils vont l'utiliser pour m'appâter. Mais moi, je n'avais plus le droit de le rappeler. Une fois que je me suis débarrassé de mes téléphones, je n'avais plus le droit de le rappeler. Donc, ils l'ont gardé pendant longtemps. Et après, ils l'ont libéré, qu'ils vont le rappeler plus tard. Et ils l'ont mis sous surveillance. Il y avait toujours des officiers et des agents de renseignement devant sa maison. Partout où il passait, on le surveillait. Il était traumatisé. Partout où il passait, on le surveillait. Il est allé à l'ambassade des États-Unis pour narrer sa mésaventure. Il en a parlé à l'ambassade de France. Il est allé à la HAC, à la CNDH aussi, je pense, pour parler de sa mésaventure. Et c'est ce capitaine Mbalé là, qui est cité aujourd'hui dans l'affaire de Amron, qui a fait ça. À l'époque, il était capitaine. Comme c'est quelqu'un d'identifiable, parce qu'il est comme un albinos, on a recueilli son nom rapidement. Parce qu'il n'y a pas deux albinos au SCRIC. Donc, on l'a retrouvé facilement. Et ce confrère qui a subi ce traitement inhumain, dégradant, la torture, c'est Eric Gatton. C'est mon frère, ce n'est pas un confrère. C'est mon frère. Ce n'est pas un confrère. Parce que lui, il avait pratiquement donné sa vie pour moi. Et on le surveillait de partout. Partout il passait. Il ne pouvait même plus aller à la radio pour faire des émissions. Il ne pouvait même plus s'approcher de ma maison. Partout il passait dans la ville, il était suivi. Et ils ont dit, s'il part quelque part, ils vont le liquider. Et donc, comme il était tout le temps menacé, il recevait des coups de fil au téléphone et tout ça, on a décidé de le faire sortir du pays. Et il y a un journaliste, dont je ne donnerai pas le nom aujourd'hui, que l'ambassade a appelé et il dit à l'ambassade de ne pas lui donner le visa, qu'il veut fuir le Togo. Et l'ambassade n'a pas donné de visa.